Autrement dit, ce nom dont vous défendez le oui ce soir, vous le portez avec conviction. Et je pense qu'on ne fera pas l'impasse de ce nom que vous portez. Oui, mais bon, peut-être, mais je vous citais tout à l'heure Camus. J'ai été très impressionné par son discours au Nobel. À ce moment, il dit « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La tâche qui incombe à la nôtre est différente et elle n'est pas moins belle. Empêcher que le monde ne se défasse. » Je crois que nous vivons un changement de paradigme. Et j'oserais presque dire, mais j'hésite, car c'est un vocabulaire peut-être trop politique, alors que ça ne se situe pas tout à fait sur le plan, une espèce de tournant conservateur. Voilà. On commence à avoir peur pour ce qui existe. Et voilà. Et donc, on s'interroge sur les moyens de le préserver, et tout d'un coup, c'est ce que c'est la beauté selon Simone Veil. La beauté, c'est ce qui inspire d'autant plus d'affection qu'on sait que ça peut disparaître, que c'est fragile, que c'est périssable. Et il y a beaucoup de choses comme cela. On ne s'interrogeait pas même sur... on ne se posait pas la question de la beauté des civilisations, et notamment de la civilisation française, mais on se rend compte qu'elles sont menacées. Donc le oui nous est arraché par justement ce nuage, cette menace qui pèse sur les choses. Elles nous deviennent précieuses au moment où on les sent précaires. C'est ce oui-là qui fait maintenant surface. Et face à l'inconséquence de tous ces noms, de toutes ces de cette marche vers le futur. On se dit peut-être que ce futur vers lequel on voudrait que nous allions de plus en plus vite n'est pas aussi radieux qu'on nous le présente, et il y a des choses que nous ne voulons pas perdre. Voilà, je crois que nous vivons quelque chose comme cela, une mutation intellectuelle et affective qui nous prend tous au dépourvu. On ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. On n'était pas formé comme cela précisément parce qu'on était moderne, parce qu'on était de gauche, ou de droite d'ailleurs, parce que la droite est encore plus moderne que la gauche. Donc, tout d'un coup, on est pris au dépourvu, on est même pris à contre-pied par ce qui arrive et par les sentiments que tout cela suscite en nous. Donc oui, je continue à avoir des indignations, mais elles ont un sens tout à fait différent que le simple non à l'ordre des choses. Je ne vois plus le passé et le présent sous la catégorie de l'ordre des choses. Je les vois comme une réalité fragile
qui mérite d'être entretenu et préservé. Et je me rends compte que l'action, ce n'est pas forcément le changement ou la réforme. Que agir, ce peut être aussi, justement, préservé. Parce que il y a une dynamique qui fait que de toute façon, le mouvement est là, que nous le voulions ou non. Donc il y a peut-être plus d'action et plus d'humanité dans le fait d'arrêter le mouvement que dans le fait de suivre le mouvement. Et pour arrêter le mouvement, il faut dire oui à toutes ces choses que le mouvement emporte. C'est pour ça d'ailleurs que Chesterton affirmait que toute révolte cosmique devait être précédée par un serment d'allégeance cosmique, d'allégeance au monde. Et voilà, je raisonne de plus en plus en ces termes. Une question. Bonsoir, bonsoir. Merci encore pour votre intervention. Ma question, en fait, j'aimerais revenir sur votre définition de l'homme moderne. Vous l'avez défini comme l'homme qui hurle non, mais ne serait-ce... En fait, est-ce que l'homme n'a pas toujours crié non? Est-ce que l'homme moderne n'est pas la première personne à avoir la possibilité de dire non, avoir les moyens techniques de le faire? Et est-ce que ce faisant, il ne nierait pas quelque part son humanité? Non, mais enfin, il y a quand même des sociétés plus immobiles et des sociétés plus fatalistes que d'autres. La société moderne, je l'ai dit, table sur le temps. C'est la seule société, la seule civilisation qui est donnée comme idéal le temps et ses changements. Les autres civilisations avaient une définition substantielle. L'islam, la chrétienté, ou géographique, l'empire du milieu. Là, on a vraiment le temps et ses changements. Ça veut bien dire que il faut... c'est un processus, ce n'est plus un être, c'est un processus de transformation continue. C'est-à-dire, c'est non. C'est un non à l'état des choses, et un non qui est suivi d'un autre non. C'est une négation perpétuelle. C'est ça, la modernité. Donc, d'où ma référence au laboureur de Bohème. Il y a quelque chose évidemment grandiose. Et je crois que si j'invite à cette conversion à la gratitude, j'ajoute qu'il ne faut pas être ingrat envers la modernité elle-même. Je l'ai dit, nous avons la chance d'être modernes. Les femmes ne meurent plus en couche. C'est ça la modernité. Donc, on ne va pas s'en plaindre en plus. On ne va pas faire comme si c'était pas ça, en raison des dégâts immenses du progrès. Mais pour cela, il a fallu savoir dire non. Il a fallu ne pas se résigner. Et voilà, la métaphysique prémoderne invitait bien sûr à la résignation, ne fût-ce qu'en affirmant que la vraie vie est ailleurs, que le monde est une vallée de larmes, etc. Non. Passer de la vallée des larmes à cultiver votre jardin, c'est une mutation, une révolution tout à fait singulière qui spécifie la modernité. Et voilà pourquoi on peut parler pour la modernité d'un non fondateur. Il y a une question là-bas, je crois. Bonsoir Monsieur Finlacroix, bonsoir à tout le monde. En vous écoutant parler, c'est drôle, mais j'avais l'impression que vous étiez romantique en fait. Je ne sais pas si ce qualificatif peut vous convenir, mais au XIXe siècle par exemple, face à la montée de l'industrialisation, l'essor des villes, un certain nombre de personnes s'interrogeaient sur la nature du réel et avaient une volonté de préserver l'état des choses anciennes et aussi cultiver fortement la poésie. Et cette poésie qui sublimait finalement la nature originelle, qui est en perte aujourd'hui. Est-ce que ce ne serait pas un éternel retour finalement d'une idée très ancienne qui revient
Ou est-ce que c'est quelque chose de plus pérenne, un sentiment que vous avez, vous, qui êtes... D'abord, c'est pas si ancien que ça. La grande révolte romantique, elle date de la Révolution industrielle et de la Révolution française. Donc, c'est en effet le 19e siècle, la fin du 18e et le début du 19e. Je ne sais pas si je m'inscris dans cette tradition, il n'y aurait aucune honte à le faire, mais on peut même dire que c'est la première grande critique moderne de la modernité, le romantisme. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, nous vivons à l'âge de la technique, quand Elisabeth de Fontenay parle de la substitution au monde d'un technocosme, nous en avons l'évidence tous les jours. C'est donc un phénomène d'une toute autre ampleur que celui de la révolution industrielle, et la disparition de la nature, la révolte contre le donné, contre la part non choisie de l'existence, ont pris une forme vraiment extrêmement spectaculaire et invite à une réflexion post-romantique, parce que les données du problème ont quand même beaucoup changé. Donc, ce serait trop facile de dire, regardez, les romantiques déjà, ils critiquaient les chemins de fer, et nous on est très contents d'avoir le TGV, etc. Donc, je crois que c'est une manière aussi de ne pas répondre aux défis du présent et de ne pas entendre ce qu'il y a de déchirant dans cette prière que du donné demeure. Vous voyez, Orwell s'en prenait aux politiques à la passion politique qui refusait que l'on perde son temps précieux pour la cause à s'extasier pour le crapaud vulgaire. La passion politique a disparu, mais qui s'extasie pour le crapaud vulgaire? Ça mérite peut-être un instant de réflexion avant de se remettre à tapoter son portable. Et cette réflexion, vous la portez depuis longtemps, ou bien elle s'est installée là Pour Ajaccio? Non, pas seulement pour Ajaccio, je dis, ça me fait penser à une sorte, une forme de conversion de Saint-Paul. C'est la sagesse qui s'installe. Non. C'est Alain Finkielkraut devient sage, et Alain Non, d'abord je ne suis pas sage, mais mes références ne sont pas à des sages, ni Orwell, ni Hannah Arendt ne sont des sages, et je pourrais citer Heidegger, alors vous verrez, vos cheveux se dresseraient sur votre tête. Donc, non, ce n'est pas de la sagesse, ce n'est pas une conversion. Saint Paul, étant donné ce que je suis, n'est pas tout à fait un modèle pour moi. Je suis plutôt la nuque raide. J'ai résisté à l'appel de Saint Paul, à l'universalisme paulinien. Alors, je suis un universaliste, mais pas paulinien. Mais donc mais pour répondre sérieusement, c'est une réflexion que j'ai entamée depuis très longtemps, dont j'ai nourri beaucoup de mes cours à l'école polytechnique. Et voilà, c'est vraiment au contraire, c'est un chemin que j'essaye de frayer. Oui, je sais pas, depuis que je réfléchis, quoi. Donc non, c'est pas du tout, et c'est pas du tout une sagesse, c'est plutôt une inquiétude, c'est plutôt une tristesse devant effectivement cette espèce de disparition, de négligence face aux données.
Donc c'est pas, non, il n'y a pas de sagesse là-dedans. Parce que j'ai pas l'impression que, oui, bien sûr, ça peut apparaître comme un prêche, voilà, surtout quand j'utilise le mot, ça, j'ai eu tort de l'utiliser, c'est vrai, mais c'est le mot de la conversion du ressentiment en gratitude, mais voilà. Elle dit, c'est la seule alternative, dit Hannah Arendt, la seule alternative au ressentiment qui est la base psychologique du nihilisme, c'est une certaine gratitude. Alors parlons d'alternative, conversion, effectivement, c'est peut-être un peu dangereux. Mais il est intéressant, en tout cas, quand on réfléchit au non, de faire surgir le concept de nihilisme. Parce que voilà, le nihilisme, c'est peut-être la pathologie du non. Mais c'est une pathologie qui nous guette. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai voulu dire. Et je ne vois pas que Hannah Arendt puisse être considérée comme une prêcheuse. Et ça fait très longtemps que je la lis. Une question au fond? Oui, bonsoir. Est-ce que je trahis vos propos si je dis qu'il s'agit peut-être de passer d'une philosophie de la conscience, du cogito, une philosophie à la Descartes, à la Kant, où je suis parce que je pense, il faut le dire, hein, je suis parce que je pense, sinon je ne serais pas, si je ne penserais pas. Et ce que je suis, c'est un être non naturel, puisque je ne suis pas animal, les animaux ne sont que des machines, je ne suis même pas un être de nature. Et il s'agit pour moi, cet être qui n'est que penser, il s'agit d'être le maître et le possesseur de cette nature. Est-ce qu'il ne faut pas passer de cette philosophie-là, qui est un petit peu la philosophie courante, à une philosophie telle de la nature? C'est Marcel Conche qui me fait penser à cette... c'est Lucrèce, c'est Spinoza, et c'est aujourd'hui peut-être Marcel Conche qui m'a le plus impressionné, ou Clément Rosset. Marcel Conche qui dit, c'est l'étonnement devant ce qu'il y a. L'étonnement, et pour ne pas dire l'admiration, le fait qu'il y a ce qu'il y a, plutôt que rien. Et ce qu'il y a, les astrophysiciens nous disent que entre l'homme et la nature, avec les milliards et les milliards de planètes, que l'homme n'est qu'un accident de la nature, qui un jour est né, qui un jour disparaîtra, et s'il ne disparaît pas par lui-même, il disparaîtra par la nature. Est-ce que ce n'est pas cette conversion d'une philosophie de la conscience à une philosophie de la nature où vous vous inscrivez, à savoir le ressentiment contre le fait qu'on soit un être de nature, et la gratitude justement qu'on soit de cette nature? Je n'irai pas jusque-là. Je ne sais pas si je basculerai d'une philosophie de la conscience dans une philosophie de la nature. La reconnaissance dont je parle n'a pas la nature pour seul objet. Elle peut aussi concerner la civilisation, l'héritage, et je pense aussi que j'aime cette idée de Hans Jonas qui dit qu'un appel muet semble émaner de la plénitude du monde de la vie pour qu'on la préserve là où elle est menacée, ce qui implique pour l'homme une place spéciale et qu'il définit, lui, justement, comme le principe responsabilité. C'est la responsabilité qui fait l'humain, pas l'appartenance à l'ordre naturel. Et je sais que il y a aussi un émerveillement des astrophysiciens qu'ils essayent et qu'ils réussissent très souvent à nous faire partager. Mais je me souviens d'une phrase de Sioran, malheureusement je ne me souviens pas très bien, mais il écrivait
j'ai entendu à la radio qu'il y avait 1000 milliards de planètes, j'ai aussitôt arrêté de me laver. Ça a l'air stupide, mais il y a un moment, si vous voulez, où quand même le silence de ces espaces infinis nous effraie ou nous décourage. Cette immensité, c'est, si vous voulez, moi, elle ne m'exalte pas. Je me considère beaucoup plus comme une créature terrestre que comme un habitant du cosmos. Dans le cosmos, je suis complètement paumé, sur la Terre un peu aussi, mais enfin, ça va mieux. Donc, en tout cas, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt en termes d'habitation aussi que je dirais les choses, plutôt qu'en termes d'appartenance à l'ordre naturel. Sachons habiter le monde en poète, pour reprendre la phrase d'un romantique de Hölderlin. Voilà peut-être ce qui nous incombe. Je vous propose une dernière question. C'est gentil. Voilà, donc je vois beaucoup de gens qui se lèvent, mais il n'y en aura plus qu'une. Le monsieur est parti au fond, je vois, mais ce sera vraiment la dernière question. Le gars, on peut Je vous remercie tout d'abord pour ce bon moment que vous nous avez passé, puisque c'est vrai que quand on parle de gratitude dans un monde de plus en plus ingrat, c'est toujours un plaisir. Et vous avez vu que la Terre ici est quand même, je dirais, très généreuse, et on a de la facilité pour la gratitude. Bon, plus sérieusement, je revenais un peu sur votre parcours. Si j'ai beaucoup apprécié l'humanité perdue, parce que vous y diagnostiquez avec une clairvoyance assez quand même surprenante, et vous adoptez une posture particulière. Cette idée que finalement, nous autres modernes, nous avons hérité d'une liberté pensée comme arrachement, comme négation, et ce depuis Jean-Pierre de la Mirandole jusqu'à aujourd'hui. Ce qui me dérange par contre dans la posture que vous adoptez, mais c'est là-dessus que je vais poser ma question, c'est que vous postez, et vous vous postez en situation de sentinelle, vous invoquez la gratitude, mais il faut que quelque chose soit donné. Et pour qu'une chose soit donnée, il faut que je puisse la recevoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est donné ? Voilà, je vais préciser ma question, je vais expliciter. Heidegger avait l'habitude de dire « Les hommes ne se posent jamais de questions que lorsque ce qui leur est familier vient à disparaître. » Mais une chose qu'Heidegger n'envisageait pas, c'est que les choses puissent ne plus nous être familières. Et vous pensez à quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie tout simplement que pour que je puisse faire preuve de gratitude, il est nécessaire que je sois familier d'une chose. Que cette chose, j'ai pu la recevoir. Un peu comme une Kabbalah. Que des gestes m'étaient transmis, des techniques. Alors oui, je peux regretter sa disparition, je peux être affecté par celle-ci, je peux la poétiser, la transfigurer. Je peux même dire non, au nom d'un oui, à la beauté, à la bonté, à la vérité. Mais par contre, si les choses ne sont plus familières, est-ce que je peux me familiariser, par exemple, avec le crapaud lorsque je suis sur mon iPhone, sur ma tablette, depuis que je suis enfant? Non, je vais me familiariser avec l'image du crapaud. C'est peut-être pas la même chose. Je suis d'accord avec vous, c'est exactement ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Je disais, Orwell s'interroge, répond au tout est politique en disant vous voulez construire une société meilleure et quand l'homme sera délivré de la machine, pensez quel loisir va l'occuper dès lors qu'il aura oublié tout ce pourquoi il veut vivre dans le combat, dans la lutte. Mais nous ne sommes plus à l'ère du tout est politique, du combat, de la lutte, mais cet oubli est là, bien sûr, puisque c'est la machine qui se charge de notre loisir, qui se charge, c'est l'industrie du divertissement qui nous prend en main. Et l'industrie du divertissement, c'est-à-dire effectivement les écrans, les objets techniques. Donc il n'y a plus de crapaud,
Il n'y a plus de crapaud vulgaire. C'est ça, le crapaud vulgaire a disparu. C'est ça la disparition de la poésie. Pas que bien sûr on ne lise plus de sonnets parce qu'on lit autre chose. Non, on ne lit plus. Et ne plus lire la poésie, c'est le signe de la disparition de nos esprits du crapaud vulgaire. Et c'est une disparition très grave parce que les espèces disparaissent aussi effectivement. C'est le grand drame écologique de notre époque. Mais cette disparition, il n'y a aucune raison que nous puissions nous en apercevoir, puisque rien ne nous manque. Puisque nous sommes plongés dans cette espèce d'hébitude et dans cette espèce d'oubli. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça, ne plus savoir dire oui aux données, et donc ne même plus prendre acte de sa disparition. C'est exactement ce sur quoi je voulais insister. Et c'est les raisons que l'on peut avoir d'être effrayé par le monde qui vient. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Et à demain. Merci.